Alors bonjour mesdames et messieurs, avant de commencer je tiens à remercier les organisateurs du colloque, déjà pour l'avoir rendu possible et également pour m'avoir accordé ce temps durant lequel j'ai discuté de l'utilisation de la musique par les maîtres du jeu, du coup qui entre un peu qui fait un peu la suite de la présentation précédente. Et du coup je vais mettre en avant du coup la question des tensions techniques qui résultent de l'utilisation de la musique pour produire et s'approprier des ambiances de jeu. Du coup, moi je m'appelle Yoann Lepellec, comme ça a été présenté, et la présentation que je vous propose, elle est tirée d'un travail que j'ai réalisé lors de mon master en sciences du jeu, ici, à l'université Sorbonne Paris-Nord. Alors, pour commencer, il convient de rappeler que le jeu de rôle, c'est une activité ludique, et qu'en ce sens, l'utilisation de la musique, ça s'inscrit dans un processus d'interprétation, de production de sens interne à l'activité de jeu. Cette interprétation, elle va résulter d'un cadrage social, au sens que lui donne Erving Goffman, qui va être particulier à l'activité, qui va en recontextualiser les éléments. Le jeu de rôle, du coup, il va induire une fiction ludique une fiction ludique qui, si elle découle autant des éléments internes qu'externes à l'activité de jeu, va les assembler dans une construction du second degré, un accord du joueur qui, comme du coup l'expliquait Jacques Henriot, disant qu'il joue, situe ce qu'il fait à l'intérieur d'un champ conceptuel et culturel, et du coup dans lequel le joueur va rester maître de ses décisions, libre d'agir dans un contexte qui va être arbitraire et incertain. Du coup, le jeu de rôle sur table, ça permet aux joueurs de s'entendre au développement d'une histoire commune. Il en découle cette tension créatrice qui a été relevée par Coralie David entre le play et le game, le jouer et le jeu. Les jeux de rôle, ils embarquent les joueurs qui s'y investissent dans des univers possédant leur propre logique fictionnelle et qui se nourrissent, comme le rappelle Olivier Caïra, de l'imaginaire collectif et des codes culturels et sociaux que se partagent les différents pratiquants. Le jeu de rôle, il se présente comme un média intercréatif, produisant, du coup, pour reprendre les mots de Ludovic Schur, un espace partagé imaginaire. Et la musique, elle va faire partie de ces univers dans lesquels le jeu de rôle va pouvoir puiser ses inspirations au sein d'un réseau d'influence transmédiatique. On peut alors se demander quelles vont être les raisons qui amènent les maîtres du jeu à mobiliser un imaginaire musical et quels vont être leurs moyens pour y arriver. Du coup, pour répondre à ces questions, mon travail exploratoire a consisté à réaliser une série d'entretiens semi-directifs avec des maîtres du jeu qui utilisent de la musique lors de leurs parties. J'ai contacté ces joueurs sur des groupes d'amateurs de jeux de rôle, du coup sur Discord et Facebook en 2023. Ces entretiens, du coup, dont la durée a varié entre 60 et 90 minutes, ont été réalisés à distance sur des plateformes selon les préférences des joueurs. L'échantillon d'ailleurs présentait des profils relativement homogènes avec des joueurs entre 37 et 47 ans qui se présentaient sous le genre masculin et qui possédaient tous un niveau de formation master. Les questions qui leur étaient posées, ça concernait l'historique de leur pratique, leur rapport à la musique et leur opinion concernant l'usage de la musique dans le jeu de rôle. Du coup, un des premiers points qui est essentiel, je pense, à la compréhension d'une pratique, ça consiste à prendre en compte les conditions matérielles de cette pratique. Du coup, comme l'expliquait Gilles Brougère, on ne peut pas penser le jeu sans prendre en compte l'univers des objets qui, d'une certaine façon, l'organisent. Et du coup, c'est le cas ici avec l'usage de la musique, celle-ci étant particulièrement dépendante des technologies présentes. Et du coup, on peut révéler, à partir des retours des joueurs, une évolution des pratiques musicales dans le jeu de rôle. Du coup, à partir des entretiens que j'ai faits, j'ai pu trouver 3 grandes périodes qui se dessinent. Une première pendant laquelle l'utilisation de la musique est très majoritairement dépendante des supports matériels, des CD et des cassettes audio, principalement sur cette période-là. Donc avec des albums dont la construction n'était pas du tout ou très rarement pensée pour le jeu de rôle et qui nécessitaient du coup que les joueurs repassent d'une piste à une autre, parfois selon leurs intérêts de jeu. Et qui devait également faire attention à la durée de l'album. Et ce qui faisait que c'était un support relativement limitant, qui incitait d'ailleurs plutôt les joueurs à mettre de la musique en fond sonore, sans trop jouer sur le choix des pistes. Au final, ils utilisaient plutôt les albums entiers qu'ils mettaient. Après, il y avait certains joueurs plus investis et qui avaient accès à un matériel adéquat, qui ont pu
graver leurs propres CD ou enregistrer des cassettes en choisissant du coup les musiques qui pour eux correspondaient le mieux, et en particulier avec les albums, parce que parfois il y a des albums comme la musique du Seigneur des Anneaux où certaines on va dire que ça peut aller, et d'autres où il y a de la voix et on va dire non. Du coup, ensuite, il y a une deuxième période qui va accompagner la démocratisation du format MP3, qui, du coup, avec l'aide d'un ordinateur, va libérer les joueurs d'une partie des limitations du support physique. Comme on va voir également le développement de réseaux d'échange sur Internet, il va devenir de plus en plus simple d'avoir accès à une plus grande diversité de musique, et également de manière plus économique, parce que parfois ça peut être cher, des CD. Et ça permet également d'avoir un matériel plus mobile. On va pouvoir le transporter sur des clés USB, et on va pouvoir l'organiser plus facilement dans des dossiers personnalisés par genre, par type. Ce qui va également permettre une utilisation plus avancée de la musique dans le jeu de rôle. Et ensuite, il y a une troisième période qui consiste du coup à une augmentation de la versatilité des supports et des outils de diffusion. Du coup, quand on a accès à un smartphone ou à une tablette accompagnée d'une enceinte portable, on va pouvoir utiliser de la musique partout, ou quasiment. Et on voit également le développement de services de streaming de musique, YouTube, Spotify, qui vont encore augmenter l'accès à une très grande diversité de contenu musical, mais également pouvoir apporter certaines contraintes, qu'à soit la nécessité d'un accès à une connexion ou la présence de publicité à certains moments, qui vont parfois nécessiter d'avoir des comptes payants. Et il y a également le développement d'espaces de communication à distance en simultané qui vont permettre de jouer aux jeux de rôle. Il y a Discord, il y a Roll20 également, qui vont faire évoluer également la place de la musique en permettant une individualisation et une personnalisation de l'écoute musicale. Mais du coup, il ne suffit pas non plus d'avoir accès juste à un matériel technique pour pouvoir utiliser correctement la musique. Il faut également que son utilisation ne prenne pas le pas sur d'autres rôles plus essentiels du maître du jeu. Ainsi, la construction d'une histoire cohérente qui prenne en compte les actions des joueurs, ça reste le rôle principal du maître du jeu. Il doit laisser aux joueurs un espace d'expression et de personnalisation qui ne soit pas brouillé par une musique trop forte ou mal choisie. Et comme le dit un des joueurs que j'ai interrogé, c'est tout un apprentissage d'ailleurs. À un nouveau MJ, je lui dis, si tu veux de la musique, tu mets de la musique en fond, en nappe, et dès qu'il sent qu'il n'en a plus besoin, il l'éteint. Le maître du jeu, du coup, il doit apprendre par l'expérimentation à intégrer la musique à la narration ludique, quand et comment la lancer ou la couper. Il doit également apprendre à connaître ses outils, ses joueurs, leurs préférences, ainsi que son propre répertoire musical. Il doit se construire une collection, et il va pouvoir la construire en regardant des films, en jouant à des jeux, en écoutant des albums, en allant sur le web. En effet, du coup, il est relativement important d'apprendre à utiliser la musique de manière intéressante et cohérente avec la narration du jeu de rôle. La musique, elle se présente globalement comme un objet porteur d'émotions, productrice de sens, qui peut du coup se faire objet mémorial. C'est un terrain d'expression des émotions qui permet de rappeler des émotions liées aux souvenirs. Ainsi, on pourra utiliser une musique appréciée pour sa prédominance culturelle, qui sera facilement reconnue, instaurer des gimmicks musicaux avec ses joueurs pour renforcer un effet comique, ou signifier un danger sous-jacent, ou la présence d'un personnage récurrent. Certains maîtres du jeu plus entraînés pourront également jouer avec ces effets en utilisant une musique qui porte un message en décalage avec les souvenirs qu'en ont les joueurs. Il faudra néanmoins faire attention à que ces souvenirs ne viennent pas parasiter la bonne tenue de la partie. Également, du coup, la musique fait partie d'une culture transmédiatique plus vaste que vont pouvoir se partager les joueurs. Les mondes du jeu de rôle, ils sont exportés dans tout un imaginaire musical, que ce soit par des musiques proposées par le monde du jeu de rôle lui-même. Il y a des éditeurs qui proposent des bandes sonores de référence, voire qui en produisent. On le retrouve également lorsque les univers de jeux de rôle sont adaptés au cinéma, à la télévision ou en jeux vidéo, ce qui implique du coup la création de bandes sonores. Et on retrouve également l'importance du jeu de rôle que le jeu de rôle a eu sur le monde du rock ou du métal, du coup qu'avait noté Coralie David, avec des références plus ou moins appuyées au monde de l'imaginaire qui sont mis en scène par le jeu de rôle.
Et du coup, cette culture transmédiatique, elle va pouvoir participer à construire la fiction du jeu. Elle va s'intégrer à un ensemble d'imaginaires communs pour former, du coup, comme l'indique Coralie David, un bloc fictionnel hybride qui va être fortement lié à la culture des différents joueurs présents dans le groupe, ce qui participe à la construction d'une expérience partagée dans laquelle l'ensemble des joueurs sont engagés. Ainsi, si les musiques sont généralement choisies par le maître du jeu, les joueurs vont également pouvoir faire des propositions, et de plus, le maître du jeu va généralement écouter le retour des joueurs et les intégrer aux prochaines parties. On retrouve également, à travers les discours recueillis, une envie de partager un goût pour la musique, d'inspirer de la curiosité chez les joueurs. De fait, les maîtres du jeu utilisent généralement une grande diversité de genres musicaux, ça va du classique au métal, en passant par l'électronique. On retrouve également des musiques de films, de jeux vidéo ou des compositions originales. Et du coup, si la musique porte en elle un ensemble d'idées culturellement situées, elle est utilisée par les maîtres du jeu dans l'objectif d'aider à construire la narration de la partie. Tout comme du coup le disait Vladimir Jankélévitch, la musique, ça entraîne un décor sur lequel peuvent se fixer les idées, permettant de développer l'imagination, support de l'improvisation qui entre en résonance avec les scènes ou les actions de la fiction développée. La musique peut alors développer l'ambiance générale d'une scène ou d'une partie liée au lieu, à l'action, ou bien se faire objet du récit, porteuse d'un sens plus profond. L'un des joueurs questionnés donnait ainsi l'exemple d'une musique de plus en plus assourdissante qui représentait la tombée progressive des joueurs dans la folie. Cette musique, du coup plus situationnelle, peut également se faire intradiégétique, c'est-à-dire exister à l'intérieur de l'univers du jeu, que ce soit sous la forme de chansons ou d'ambiance environnementale représentant les sons entendus par les personnages joueurs. Du coup, si les maîtres du jeu peuvent utiliser des musiques provenant de diverses origines, il y a les musiques de films qui vont prendre, au moins dans mon échantillon, une place particulièrement importante. Du coup, les films représentent tout un ensemble de genres qu'on va retrouver dans le jeu de rôle, du cyberpunk, du space opéra, de la fantasy, des westerns et d'autres. Et ils sont généralement très bien implantés dans l'univers culturel partagé des joueurs, tout en proposant une variété de styles qui vont permettre l'expérimentation. De plus, certains joueurs expliquent jouer de manière à rappeler les imaginaires filmiques et télévisuels, allant parfois jusqu'à copier des techniques de mise en scène, comme l'utilisation d'un générique, on pensera aux jeux dans l'univers de Star Wars, ou de scènes quasi cinématiques qui vont pouvoir mobiliser le pouvoir évocateur de la musique. Néanmoins, comme nous l'avons déjà vu, les maîtres du jeu ils déconseillent une utilisation trop appuyée de la musique pour les débutants, et plus qu'une éventuelle incohérence entre la musique et le jeu, c'est bien plus la question du volume sonore qui nécessite une attention particulière. Il existe des moments de jeu où la musique doit pouvoir s'effacer, voire complètement disparaître, souvent au profit des dialogues, et pour une question de lisibilité. Également, le silence peut servir à accentuer l'intensité narrative d'une scène. La gestion du volume, ça devient du coup, dans ces cadres-là, un enjeu narratif important. Et le maître du jeu doit pouvoir accompagner les joueurs sans que la musique ne les distrait. Et il est toujours essentiel de gérer l'intensité de sa présence. La musique, c'est pas le jeu non plus, elle fait que l'accompagner. Il convient donc de noter que la musique, c'est un des éléments qui va s'insérer dans l'expérience ludique et narrative des joueurs. L'expérience, du coup, qui correspond, nous indique John Dewey, à la liaison entre le subir et l'agir, c'est-à-dire au phénomène de réception et d'expression du sujet dans le monde. Les joueurs vont montrer un intérêt particulier à l'expression du lieu, à la situation émotionnelle dans laquelle ils sont engagés activement, autant à l'intérieur du monde du jeu, par ses qualités fictionnelles, qu'à l'extérieur de celui-ci, par l'ambiance lumineuse ou sonore de leur espace de jeu. Et il y a dans le jeu une forme d'intentionnalité phénoménologique, c'est-à-dire, comme l'explique Roberto Farnè, la propriété de l'expérience, de la conscience de quelque chose entre moi et le monde, ce qui permet alors au maître du jeu d'utiliser la musique comme un moyen d'action pour produire une ambiance immersive particulière qui inspirera les joueurs. Le maître du jeu, du coup, en utilisant de la musique, il va participer à créer une impression qui va correspondre aux attentes et aux habitudes liées au monde de l'imaginaire, mis en scène dans le jeu de rôle. Les joueurs se retrouvent pris par une expérience englobante qui va attirer leur attention et leur permettre d'y agir personnellement. Il y a dans l'ambiance immersive un rapport de présence engagée au monde qui va pouvoir se nourrir des imaginaires culturels partagés par le groupe. Les maîtres du jeu vont alors faire des choix qui vont permettre de produire une ambiance qui sera en adéquation avec leur propre vision de ces univers qu'ils mettent en jeu. Du coup, pour conclure, on retrouve dans l'analyse de l'utilisation de la musique par les maîtres du jeu deux axes thématiques.
D'un côté, une recherche d'appropriation de l'ambiance, en utilisant la musique comme un objet d'expression émotionnelle et de souvenir, en réinvestissant ses liens avec une culture transmédiatique diversifiée pour en faire un support de narration et une aide à la créativité, ainsi qu'en permettant de jouer sur l'attention que vont porter les joueurs au monde de la fiction et au monde dans lequel ils produisent cette fiction. D'un autre côté, une tension liée à la technicité de la pratique, celle-ci pouvant provenir de limitations produites par les conditions matérielles de la pratique ou de l'importance d'une maîtrise de l'objet musical, de son intégration à l'expérience de jeu par un ensemble de techniques et d'habitudes développées durant la pratique, tout en gardant en tête son aspect secondaire par rapport à d'autres éléments de la pratique du jeu de rôle. Du coup, ce sera là la fin de ma présentation, mais d'abord je vous propose, pour ceux qui s'y intéressent, qui s'intéresse à l'usage de la musique, quelques lectures qui discutent en partie de la musique. Du coup, il y a un chapitre de mener des parties de jeux de rôle, il y a la thèse de Coralie David et une ethnographie d'un auteur américain. Et du coup, je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre attention. Merci beaucoup. Des questions? Merci pour la présentation. Je voulais savoir dans vos recherches, dans les entretiens que vous avez pu mener, si les rôlistes faisaient dans leur usage de la musique, si vous aviez établi une distinction entre un usage de la musique global, c'est-à-dire une musique d'ambiance, puis on n'y touche pas trop, et quelque chose qui s'approcherait plus du cinéma, ou effectivement ce qu'on a vu aussi dans l'évolution des jeux vidéo, c'est-à-dire une musique qui s'adapte à l'ambiance, notamment une musique de combat, une musique calme, une musique plus grandiloquente pour une fin de quête ou que sais-je. Est-ce que vous avez pu établir cette distinction de l'usage de la musique ? Alors du coup, dans les entretiens que j'ai faits, il y a des joueurs justement qui disent qu'ils ont évolué lors de leur pratique. Et du coup, il y a même la question des objets, enfin du matériel auquel on a accès. Il y a un joueur qui avait dit que quand il avait commencé, il mettait du métal en fond avec des CD et il le laissait comme ça. Et plus tard, il s'est dit avec d'autres outils que ça pouvait être bien de faire plus une musique situationnelle, c'est-à-dire mettre quelque chose plus en lien avec le combat lors d'une phase de combat. Après, la plupart des discours que j'ai entendus, ils disent c'est intéressant de faire ça, mais pas non plus trop. C'est-à-dire ça va rarement jusqu'au niveau du bruitage, parce que ça demande beaucoup plus de travail pour le maître du jeu et il a rarement l'opportunité de faire du bruitage. Mais généralement, surtout dans les pratiques plus récentes des personnes que j'ai interrogées, souvent ils aiment bien utiliser de la musique situationnelle qui va soit en lien avec la thématique du moment, soit en lien avec les émotions qu'ils veulent également faire ressentir, que ce soit la peur, que ce soit l'excitation, etc. Merci pour votre présentation. Je me posais la question, au vu des 2 dernières présentations qu'on a eues sur la musique dans le jeu de rôle, j'ai l'impression que ça reste assez marginal, en tout cas dans votre présentation, la représentation, enfin l'utilisation de la musique dans les jeux vidéo comme étant un élément ancré dans la diégèse. Je veux dire, vous en avez parlé tout à l'heure de l'ambiance sonore. J'imagine on entre dans une cave, le MJ met une ambiance de cave avec les gouttes qui tombent. On entre dans un bar, on entend quelqu'un qui chante. Et mettre cette musique de la personne qui chante, ou mettre cette musique de la cave, ou mettre cette musique de bruit des feuilles dans la forêt, est-ce qu'on a des données sur cette utilisation de la bande sonore dans les jeux de rôle, ou on étudie principalement l'utilisation de musique de film, de bande originale, évoquant plutôt la situation, donnant une idée de la situation par rapport à ce qu'on peut avoir dans les films. Je ne sais pas si ma question est claire. Alors du coup, je ne sais pas s'il y a des données genre statistiques ou autres, mais en tout cas dans les entretiens que moi j'ai faits, souvent les joueurs vont plutôt utiliser, enfin les joueurs à qui j'ai parlé utilisent plutôt de la musique, mais après il y en a certains qui aiment bien utiliser des ambiances sonores, du coup que ce soit une grotte ou des choses comme ça, mais du coup sans musique à côté, donc c'est soit l'un soit l'autre, et ils l'utilisent plutôt pour donner un peu, pour rajouter un peu de la compréhension de l'espace, souvent, pour rajouter l'aspect un peu humide de la grotte en entendant les gouttes qui tombent. Mais après, je ne sais pas s'il y a des données qui vont dire est-ce qu'on utilise plus de musique ou pas. Dans mes entretiens, c'était plus de musique que des environnements sonores.
Bonjour et merci pour votre intervention. J'ai une question plutôt pour... alors je ne sais pas si ça faisait partie de votre enquête, sur ceux sur qui ça ne marche pas. Moi, je faisais ça à l'époque où Casus Belli recommandait la musique. Et en fait, j'ai eu des ratés d'accroche émotionnelle, en fait, où une partie du groupe accroche et l'autre partie non. Et qui fait que ça casse la dynamique du groupe, qui fait que j'ai arrêté. Parce que ça demande beaucoup de travail pour un résultat qui est quand même aléatoire. Je ne sais pas si dans l'échantillon, il y avait ceux qui ont arrêté dans vos enquêtés, ou ceux qui n'ont jamais accroché, qui ont eu AMJ qui l'a fait, mais ça leur a pas parlé. Voilà. C'était plutôt sur ce... Alors du coup, moi dans l'échantillon, j'ai construit l'échantillon pour avoir des gens qui en utilisent au moment où j'en parlais. Après, il y avait un exemple qui était intéressant, qui était un joueur qui en avait utilisé, du coup c'est celui qui utilisait des fonds sonores de métal au début de sa pratique. Ensuite, ils avaient arrêté parce qu'ils s'étaient dit ça sert à rien, ça rajoute rien, ça fait juste du bruit. Et ensuite, quand il a commencé à avoir accès à une musique plus situationnelle, là, il a commencé à en réutiliser. Après, il y a, comme c'était des MJ, ils m'ont quand même raconté des expériences dans lesquelles il y avait des joueurs avec qui ça marchait pas du tout. Alors, il y a plein de raisons où ça peut pas marcher. Il y en a, ils peuvent juste dire que ça les intéresse pas. Parfois, ça va être que ça clash un peu avec leur propre vision de la chose. Il y avait un joueur qui m'avait raconté une histoire où il jouait dans un univers un peu... moyen-oriental, et il avait mis une musique de rock, et le joueur avait dit non mais ça va pas du tout, ça va pas avec l'univers. Pour le MJ, pour le maître du jeu, ça allait, pas pour le joueur. Donc il y a des expériences comme ça, et puis il y a des maîtres du jeu qui parfois dans certaines parties n'en utilisent pas parce que les joueurs ça les dérange. Donc ça dépend aussi des joueurs, et c'est ça, les maîtres du jeu sont pas les seuls à décider, c'est un truc qui se construit aussi avec l'ensemble des joueurs. Oui, bonjour. Il y a une fonction qui me semble n'a pas été abordée, qui est intéressante, qui vient peut-être un peu plus du monde du GN, mais qui me semble avoir une place sur table. C'est la fonction de la musique dans la gestion de la dynamique de groupe, finalement, et la manière de ramener les gens parfois à une émotion collective ou de structurer la partie. Ça se fait notamment dans les jeux de rôle plus segmentés par scène ou par acte, et ça me semble avoir un intérêt non pas dans l'immersion, mais dans l'impulsion finalement d'une dynamique qui va après être interprétée par les joueurs. Voilà, c'est quelque chose qui se fait assez couramment en GN. Moi, je l'ai expérimenté quelques fois sur table, ça fonctionne très bien aussi, à condition que la structure narrative de la partie s'y prête, quoi. Du coup, moi, dans les entretiens que j'ai faits, on peut dire qu'il y a à peu près deux choses qui vont se lier à ça. C'est-à-dire, d'un côté, il y a la question de volume. Les maîtres du jeu, ils disent que souvent, ils vont accentuer la musique ou diminuer la musique pour dire aux gens, bon, là, on passe à autre chose, où la scène change. Donc, il y a cette question de volume, le choix des musiques aussi. Et puis, il y a aussi le fait qu'ils utilisent de la musique pour aider, souvent, c'est ce qu'ils disent, ils utilisent de la musique pour aider à créer l'histoire, à avoir des idées. Et du coup, ça permet aux joueurs qui sont présents de faire partie du groupe et de construire une histoire ensemble. Donc, il y a ça. Mais après, il y a aussi beaucoup la question du volume qui revenait, qui revenait globalement pour plein de points, la question du volume. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais une question. Alors, c'était est-ce que les gens que vous avez interrogés font la différence entre musique et sonorisation? Parce qu'on parle des fois d'ambiance, par exemple, d'un bruit de grotte, de l'eau qui coule, etc. La musique, c'est quand même deux choses différentes. Et est-ce qu'ils font la différence? Est-ce que vous faites la différence là-dessus, sur les usages, et quel sens on essaye de faire passer? Alors ça dépend des personnes à qui j'ai parlé, parce que il y en a par exemple une qui m'avait dit que pour elle, musique et ambiance sonore c'était pareil, et que du coup il l'utilisait, c'est juste en fonction de ses préférences du moment et de la scène. Et il y en a d'autres qui n'utilisent jamais d'ambiance sonore, que ça dérangerait, ou alors ils disent qu'ils considèrent que ça n'apporte pas d'émotion, et du coup ils vont préférer de la musique. Du coup ça dépend vraiment des joueurs, de comment est-ce qu'ils le voient. La seule chose qui était un peu partagée par tout le monde à qui j'ai parlé, c'était que le bruitage, par contre, ça, c'était non, parce que c'était beaucoup trop de travail. D'accord. Merci.
Oui, c'est une question qui m'est venue là, qui m'a l'air un peu dessinée en creux par plusieurs autres précédemment, c'est le rôle un peu de référentiel culturel commun sur la notion de quelle musique va bien avec quelle scène, quelle musique va bien avec quelle émotion. Et je me demandais si peut-être des modalités dans le formulaire, dans les entretiens, par exemple, laisser deviner que c'est des gens qui jouaient avec des groupes assez spécifiques, peut-être avec des bandes, des groupes de joueurs qui jouaient depuis un moment, ou peut-être dans un milieu qui permettait d'établir cette référence culturelle. Parce que par exemple, est-ce que l'exemple de rock dans l'univers moyen-oriental a été développé? Est-ce que par exemple le MJ a pu dire mais si, mais regarde, ça va vachement bien parce que, ou est-ce que parce que c'était alien au premier abord Parce que je me dis, pareil, il y avait des témoignages de ah tiens, bah là on avait des musiques bien mettre fan pour des ambiances bien mettre fan, et je me suis dit c'est sûrement bien aidé parce que on a quelque part un côté quasi hégémonique en fait des images qu'on a. Et donc voilà, je voulais savoir si vous avez des observations dans votre travail qui permettaient un petit peu de commenter ça. Merci. Alors, généralement, du coup, dans les groupes, c'est des gens qui se connaissent et qui, du coup, vont partager également des univers musicaux. Dans plusieurs exemples, il y a des gens qui disent « Oui, je fais aussi écouter ça pour faire écouter aux gens que je connais et pour faire découvrir ». Après, là, du coup, dans l'exemple spécifique du monde moyen-oriental, c'était justement c'était un groupe qui venait de se former. Et du coup, le maître du jeu n'avait pas encore une très bonne connaissance de la manière dont il allait utiliser la musique avec eux. Et après, il n'était pas très ravi de ce joueur également. Et globalement, ça s'est mal passé après. Et juste, il a arrêté de mettre de la musique parce qu'il ne voulait pas changer la manière dont il l'utilisait. Donc ça va aussi dépendre des parties, des joueurs et des groupes, je pense. De mon côté, j'ai une question par rapport à l'usage des chansons. Je demandais par rapport au public que vous avez interviewé, si c'est quelque chose qui revenait, et notamment je pensais par exemple au jeu Tales from the Loop où on est encouragé dans les règles à avoir des chansons par adolescent pour qu'il y ait des scènes, des moments forts qu'on peut retrouver dans Stranger Things par exemple. Alors au niveau des chansons, c'est pas quelque chose qui est beaucoup revenu. Globalement, ce qui est beaucoup revenu, c'est le fait que en termes de jeu, des musiques avec des paroles dans le fond, ça marche pas bien, ça déconcentre. Par contre, il y a quelques situations, il y a quelques joueurs qui m'ont dit qu'ils pouvaient en utiliser pour raconter quelque chose. Par exemple, un moment où il y avait un barde qui racontait une histoire, et en fait c'était une musique qui avait été choisie, et que du coup ça allait s'intégrer à la partie, mais du coup ça demande souvent un peu plus une intégration à la narration. Parce qu'au niveau fond sonore, le fait qu'il y ait des paroles, ça va beaucoup plus déconcentrer. Ouais, vas-y. Merci pour votre présentation et j'aimerais savoir s'il y avait une réflexion dans les entretiens que vous avez fait sur le forçage narratif que peut provoquer une chanson. Par exemple, on ouvre une scène avec une chanson 2 Minutes to Midnight de Iron Maiden, qui est une chanson assez enlevée et assez rythmée. Est-ce qu'il n'y a pas un forçage de la narration pour les joueurs qui vont être imprégnés du morceau de musique et vont aller dans une certaine direction ? Alors du coup, je ne sais pas s'il y a vraiment c'est pas vraiment un sujet qui a été beaucoup discuté, mais après, les maîtres du jeu, souvent, quand ils disaient qu'ils utilisaient de la musique pour amener à des émotions particulières, du coup, eux-mêmes, ils ont envie que ce soit le cas. Après, est-ce que c'est effectivement le cas ? Du coup, j'ai pas parlé avec leurs joueurs pour savoir si c'était effectivement le cas. Mais en tout cas, c'est un objectif que veulent parfois les maîtres du jeu, de créer des émotions particulières, et ils choisissent les musiques pour ça. Moi, j'avais simplement une remarque, c'était pour porter à la connaissance de tous qu'il y avait un travail de Thomas Munier qui avait fait musique sombre pour jeux de rôle sombre, où il donne des listes en fait, de musique adaptées à des ambiances. Voilà, c'était juste pour partager ça. Merci. Donc, une deuxième petite question. Est-ce que les intervieweurs ont parlé d'une évolution avec les VTT et le jeu en ligne ? Est-ce qu'il y en avait dans les interprétés ? Qu'est-ce qui change en fait avec le jeu en ligne ? Alors il y a quelques personnes à qui j'ai parlé qui justement faisaient des parties en ligne. Souvent ils faisaient aussi des parties en présentiel. Et en fait le truc c'est que souvent les parties en ligne, le maître du jeu va choisir de la musique et il va le diffuser. Mais du coup les joueurs vont pouvoir choisir leur propre volume.
vont pouvoir totalement l'arrêter. Du coup, parfois, un joueur va juste pas mettre la musique, il va juste avoir les paroles. Donc, il y a ça, c'est une chose qui est possible au niveau numérique, qui est pas possible quand on est tous ensemble et qu'il y a le truc qui fait de la musique au centre de tout le monde. Du coup, là, il y a une personnalisation un peu, possibilité, surtout au niveau du volume. Et après, j'ai pas entendu de personnes qui utilisaient leur propre musique lors d'une partie à plusieurs, mais je pense que c'est peut-être possible aussi. Merci beaucoup. Nous allons passer à la dernière partie.